Bonjour. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de faire un calcul par la méthode d'éléments finis avec Katia. Et pour comme sujet, nous allons prendre le système de la décolleteuse présent ici à l'écran. Donc pour situer la chose, on a un vérin pneumatique qui va générer une force au niveau du point B sur le lieu étroit par l'intermédiaire de la biellette. On a un effort qui va permettre de faire descendre le poinçon et numéro 5 pour décolleter la pièce. Donc, première étape, le but c'est de dimensionner dans un premier temps la pièce numéro 3, puis après la pièce numéro 4. Donc déjà, c'est de réfléchir aux efforts. Donc on peut voir que notre système est piloté par un vérin. Ce vérin est articulé au point A et au point B. Donc, comme on a un système biarticulé, ça veut dire que l'effort du vérin sera suivant la direction AB. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on voit qu'on a une biellette ici. Pareil, si je prends cette biellette, elle est soumise à deux forces. Donc forcément, ces deux forces passent par CD, la droite d'action CD. Erreur classique sur cet exercice, au niveau de l'effort au point E sur la pièce numéro 3, on a tendance à vouloir faire un effort uniquement vertical, ce qui est complètement faux, parce que autant la vitesse, le déplacement de ce point n'est que vertical, mais l'effort n'est pas que vertical. Et on va le voir justement lorsqu'on va faire le PFS par la méthode statique graphique de l'étude de la pièce numéro 3. Donc pour ça, je vais dans Katia, j'ai dessiné cette pièce-là. Donc pour ceux qui n'ont pas la pièce, j'ouvre l'esquisse. Vous pouvez mettre sur pause et relever toutes les dimensions afin de redessiner la même pièce pour pouvoir suivre le tuto intégralement. Sinon, pour les étudiants de l'UT de Brest, normalement, vous avez ça dans les fichiers communs. Donc j'ai ma pièce, je vais la placer à peu près dans la même position que sur mon PDF pour me situer. Et je vais commencer par définir faire le PFS statique, la statique graphique. Pour ça, première chose, moi j'aime bien avoir un plan médian pour pouvoir dessiner ce PFS et mes repères et autres. Donc je vais commencer par faire un plan. Alors le plan, je ne vais pas prendre un plan de Calais, mais un plan entre, et je vais sélectionner les deux faces extérieures, et je vais me donner plan central ou un ratio de 0,5. Comme ça, j'ai créé un plan ici, et ce plan-là, le plan bleu qui est là, c'est le plan qui passe par le milieu de la pièce. Je vais me mettre sur ce plan pour faire une esquisse. Donc, je vais m'orienter dans l'autre direction, comme ceci. Et à peu près dans la configuration. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, j'ai un système qui est soumis à trois forces. Il y a une force qui est suivant la direction AB, comme on l'a dit tout à l'heure, une force sur la direction CD, et comme mon système est soumis à trois forces, forcément, les trois forces sont concurrentes en un point ou parallèles. Donc, comme là, j'ai deux feux efforts qui sont déjà concurrents, le troisième effort qui passe par le point E sera aussi concurrent en même point. Donc, comme je pars là-dessus, je vais définir trois secteurs de droite qui sont concurrents en un point. Donc, je vais carrément le dessiner qui passe par le même point. Donc là, j'ai un système de trois forces, trois directions. Elles sont toutes concurrentes en un point. Et maintenant, je vais positionner chacune des autres extrémités au niveau du centre des cercles. Donc pour ça, je vais double-cliquer sur contrainte. Je vais faire une contrainte entre le point, donc l'extrémité de la droite, et le cercle. Clic droit, concentricité. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Clic droit, concentricité. Et enfin, le troisième point, donc l'outil cotation est toujours actif. J'appuie sur le point, je zoome, le cercle, concentricité.
Donc, mes forces sont forcément toutes concurrentes en un point. Après, la question c'est où est ce point dans l'espace? Ben, je vais me servir de la direction de la droite AB pour la force du vérin. Donc si je vais voir dans le sujet, je vois que l'angle entre CB et AB, CB et AB est de 103 degrés, BA-BC 103 degrés. Donc je vais dessiner, je vais coter entre l'axe de la pièce et l'axe ici un angle de 103 degrés. Et je vais définir la direction de la deuxième droite d'action, celle qui passe par le point C. Je sais que je suis sur la direction CD. Et dans le sujet, on me dit que l'angle entre CD et BC est de 60 degrés. Ça veut dire que cet angle entre CB et CD, c'est 60 degrés. Je le cote. Donc l'angle entre la droite horizontale et cette droite-là, 60 degrés. Donc voilà les trois droites d'action. Je connais la direction des trois efforts. Maintenant, je vais pouvoir faire mon PFS. Alors, comme le solide est soumis à trois forces, c'est simple. Je vais faire un schéma avec trois forces. Je fais trois traits quelconques. J'essaye de ne pas choper une coïncidence, hormis les extrémités, pour que le triangle ici soit fermé. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un point au hasard, et ce point-là, je vais lui mettre une contrainte et le fixer. Comme ça, ce point ne bouge plus. Tout le reste peut bouger. Et maintenant, je vais mettre un parallélisme entre une droite ici et une orientation. Donc, je double-clique sur l'outil cotation pour qu'il reste rémanent. Et je vais dire qu'entre cette droite-là et celle-ci, il y a du parallélisme. Je vais le faire pour la deuxième, entre celle-ci, et je prends n'importe quelle droite de mon triangle. Il n'y a pas besoin d'ordre, je ne prends jamais deux fois la même. Parallélisme. Et enfin, la dernière, celle-ci et celle-ci. Parallélisme. Je m'aperçois que j'ai créé le triangle des forces. J'ai mon point qui est fixe. Une droite ici, une droite là, et celle-ci. Maintenant, dans le sujet, le fait que ce soit un vérin qui pousse, je peux, à partir des données du vérin, diamètre 35 mm, pression 8 bars, je peux calculer la force exercée par le vérin sur la biellette numéro 3 au niveau du point B. Pour ça, je prends une calculatrice. Donc, j'ai un diamètre de 35 mm et 8 bars. Donc, je vais avoir pi multiplié par 35 au carré, multiplié par 8 bars, c'est-à-dire 0,8. J'ai oublié de diviser par 4. Alors, diviser. Alors, je recommence. Désolé. Pi multiplié par 35 au carré, divisé par 4, multiplié par 0,8 MPa, c'est bien 8 bars, ce qui me donne un effort de 769,69, on va dire 770 newtons. Donc, je retourne dans Katia, et l'effort qui est parallèle à la direction du vérin, donc ce qui est en blanc ici, on le voit par cette corde, je vais lui mettre une cote de 77 mm. Comme ça, 1 mm sera égal à 10 newtons. Je peux mesurer
les efforts ici. Alors, on voit que c'est sur contraint. Je double-clique, je passe en référence et je cote le troisième segment en référence, entre parenthèses. Donc, si mon vérin pousse avec un effort de 770 newtons, j'aurai 6131 newtons au niveau de cet effort-là. Donc, cet effort-là, c'est celui qui est parallèle et ça va être celui-ci. Et l'autre fera 6864 newtons. D'accord? Donc, 6864 newtons, ça sera sur ce trou-là. Alors maintenant, dans quel sens sont les efforts? Si l'effort ici est vers le haut, celui-ci sera vers le haut et celui-ci sera vers le bas. Donc, mes deux efforts aux extrémités seront, eux, orientés vers le haut et l'effort au niveau du trou, à ce niveau-là, sera plutôt orienté vers le bas, avec une intensité de 6864 newtons. Avant de quitter le PFS, je sélectionne tout ce qui correspond à mon PFS et je vais le passer en droite de construction, en pointillé. Comme ça ne sera pas visible quand je sors dans mon esquisse. Je peux sauvegarder. Fichier enregistré. Maintenant, pour mettre en application les efforts, j'aime bien travailler avec des systèmes d'axes. Pour ça, je vais faire insertion, système d'axes. Et il me demande quel axe. Alors, je vais en mettre un à chaque force. Donc, je clique l'origine qui est l'extrémité de mon segment et il me demande quelle est l'orientation X. Et là, je clique à droite. Et je fais attention que mon X soit bien orienté dans le sens de l'effort. Mon vérin pousse vers le haut, X est donc vers le haut. Je fais OK. J'insère un deuxième système d'axes. Je prends l'origine du deuxième trou, la direction X, je prends mon esquisse. Et là, j'avais dit que cet effort-là était orienté vers le bas. Je vois que X est orienté vers le haut. Je ne suis pas dans la bonne orientation. Je vais faire inverser la direction X. Le X sera bien vers le bas. Et enfin, dernier repère, donc dernier système d'axe. Là, je vais sélectionner l'extrémité de l'esquisse. Mon X, c'est cette direction-là. Et lui, par contre, l'effort sera vers le haut. Donc, je vais aussi inverser pour que le X soit bien orienté vers le haut. Donc, j'ai bien deux efforts qui montent, c'est les deux efforts extérieurs, et un effort qui va vers le bas, l'effort au niveau du trou central. OK. Là, maintenant, j'ai fini de positionner mes repères. Je vais masquer, clic droit, cacher, afficher l'esquisse dans laquelle est mon PFS et mes orientations d'effort. Maintenant que j'ai ça, alors je vais cacher le plan pour mieux voir mes repères. Maintenant, il va falloir, pour appliquer les efforts sur ma structure, comme ce sont des axes qui rentrent dans les trous, ces efforts sont que sur une partie du cylindre. Pour ça, je vais aller dans l'atelier Surfacic Generative Shape Design. Je vais commencer par faire une esquisse en sélectionnant la face supérieure de ma pièce. Esquisse. Donc, comme l'application de l'effort ou des liaisons se fait sur une partie, sur un secteur angulaire, je vais commencer par dessiner un arc de cercle. Je fais volontairement cet arc de cercle un peu n'importe où, surtout pas sur la pièce dans un premier temps. Je vais après définir trois segments, donc je double-clique pour que la fonction reste rémanente. Le premier segment va du centre à la première extrémité, le deuxième segment va du centre à la deuxième extrémité, et le troisième segment, je le mets à peu près au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je quitte la fonction, j'appuie
avec la touche CTRL, je sélectionne mes 3 entités et je les passe en éléments de construction en pointillé. Je vais maintenant faire une cote angulaire entre mes 2 secteurs et là, je vais considérer par exemple que le contact va se faire sur 170 degrés. Donc j'ai un contact sur 170 degrés et je vais me débrouiller pour que ce secteur-là soit le plan médian, la plan de symétrie du secteur. Donc je vais sélectionner en appuyant sur la touche CTRL, donc je commence à sélectionner mon premier segment. J'appuie sur la touche CTRL sans plus jamais la lâcher. J'appuie sur mon deuxième segment et enfin sur l'axe de symétrie. Mes 3 segments étant sélectionnés, je peux lâcher la touche CTRL. Je vais dans Contrainte choisie et je vais faire symétrie. Comme ça, je suis sûr que cet axe est parfaitement au milieu. Quand je suis là, afin de gagner du temps, généralement, moi, je sors de l'esquisse. Et cette esquisse-là, je fais un copier, un coller, 2 fois. Ou autant de fois que j'en aurai besoin. Une fois que ça c'est fait, je retourne dans la première esquisse. Et je vais mettre une coïncidence entre l'arc et le cylindre. Clic droit, coïncidence. Donc là, mon cercle est coïncident avec l'alésage. Si maintenant je prends le secteur ici, je peux tourner l'ensemble comme je veux. Et donc je vais le mettre quasiment aligné sur X, avec un petit décalage. Et maintenant je vais mettre une coïncidence, une contrainte. Donc je vais cliquer entre l'axe X et, alors désolé, entre le segment et l'axe X. Et là, je ne vais pas mettre un angle, je vais faire un clic droit et je mets coïncidence. Donc là, tout l'ensemble est vert. Une fois que je fais ça, c'est-à-dire que si c'est vert, c'est totalement contraint, je peux faire outil, analyse d'esquisse en sortant et je vois que j'ai bien qu'un seul contour qui est ouvert, celui-ci. Ce que je cherchais à faire. Je sors de l'esquisse. Maintenant, avec cette esquisse-là, je vais faire une extrusion. L'extrusion en surfacique. Donc, je suis dans l'atelier GSD et je vais faire extrusion. Donc, on voit qu'il propose une surface jaune ici. Et donc, pour première limite, je ne vais pas mettre une dimension, mais je vais mettre un élément limitant. Et je vais sélectionner la face opposée au plan d'esquisse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il a créé, on le voit en zébrage ici, la surface jaune. Je fais OK. Donc maintenant, j'ai une arête dans l'esquisse 3. J'ai une surface qui est l'extrusion 1. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais masquer mon esquisse 3. Clic droit, cacher, afficher. Et je vais faire une couture entre la surface et ma pièce. Pour cela, je dois changer d'atelier. Part Design. Je sélectionne ma surface. Donc l'extrusion 1, le plus simple, c'est de la sélectionner dans l'arborescence. Et je vais faire une couture. Alors, par défaut, l'outil couture est généralement caché derrière la petite scie ou la surface épaisse, c'est couture. Lorsque je fais une couture, donc c'est l'objet à coudre, c'est bien mon extrusion, c'est ma surface qui était jaune. Et là, on me demande de face à modifier, il n'y en a pas à sélectionner, et je dois sélectionner avec la flèche orange de quel côté je couds. Il faut que la flèche orange rentre dans la matière de la pièce. Et enfin, il propose de simplifier la géométrie. Vous décochez ceci et vous faites OK. Alors là, le problème, c'est que j'ai une couture, mais je ne la vois pas, ou très mal. Donc, je vais faire un clic droit sur extrusion, cacher, afficher. Je ne vois pas grand-chose ici. Par contre, je vais activer la couture et je vais lui donner une couleur, le rose par exemple, pour qu'elle soit bien visible. Donc voilà mon secteur qui fait 170 degrés et qui est confondu avec la surface de mon alésage. J'ai fait ça pour la première esquisse, l'esquisse numéro 3. Je vais faire la même chose avec la deuxième esquisse pour le deuxième trou.
Donc, je vais dans l'esquisse 5. Je vais mettre une coïncidence entre mon arc de cercle et le cylindre. Je vais orienter à peu près mon secteur suivant la direction X, le X étant là, la direction, et je vais mettre une contrainte entre cette direction et le X. Je n'ai pas pris de petite cotation. Entre ça et ça. Clic droit, coïncidence. Je sors de là. Je vais dans l'atelier GSD. Je fais une extrusion sur un élément limitant. L'élément limitant, c'est la face opposée. OK. Une fois que j'ai ma surface, je cache l'esquisse droite. Je prends l'objet extrusion 2. Je vais dans l'atelier Part Design. Je fais une couture. Je vérifie que la flèche orange est bien orientée suivant la matière et je décoche simplifier la géométrie. Je fais OK. Je cache mon extrusion 2 et je prends la couture 2 et je lui mets une couleur voyante rose. Et enfin, je vais faire la même chose pour le troisième alésage. Donc, je prends ma troisième esquisse qui est l'esquisse 4. J'ai toujours mon arc de cercle qui est là. Je vais faire une coïncidence entre les deux. L'axe X est quasiment au bon endroit. Donc, maintenant, je vais mettre l'axe et l'axe X, clic droit, coïncidence. Je sors de là. Atelier surfacique, extrusion. Le profil. Ah, j'ai dû faire une bêtise. Ah oui. C'est que là, je ne vois pas parce que mon outil de travail est là. Définir l'objet de travail, je le mets ici. Donc, je peux prendre mon esquisse 4, je fais une extrusion avec un élément limitant la face opposée. Je peux cacher mon esquisse 4. Je sélectionne mon extrusion, je retourne dans l'atelier Part Design, je fais une couture en vérifiant que la flèche orange est bien orientée matière. Je simplifie pas la géométrie, donc je décoche simplifier la géométrie et je fais OK. Mon extrusion 3, j'en ai plus besoin, je la cache. Et la couture 3, pour qu'elle soit bien visible, je lui mets une couleur vive. Donc voilà, donc à ce niveau-là, j'ai fait tout mon travail préparatoire de mon modèle, mais j'ai oublié de lui mettre un matériau, donc je vais pouvoir ici, avec l'outil matériaux, appliquer des matériaux. Je vais aller chercher mon S235, mon acier de base. C'est un peu lent, désolé. Donc là, je prends mon S235, je le prends et je le mets sur la pièce ou carrément sur le corps principal, ici. Je vais appliquer le matériau. Donc on aperçoit que le S235 est arrivé ici. Je fais OK. Donc là, mon part design, mon fichier part design est prêt à être modélisé avec l'atelier d'éléments finis de Katia. Donc je sauvegarde. Et je vais commencer la deuxième partie, donc le côté éléments finis. Pour ça, je vais dans Generative Structural Analysis. La première question qui va me demander, c'est est-ce que je fais une analyse modale libre ou une analyse statique. Donc moi, c'est une analyse statique et je fais OK. Donc, les conditions aux limites. Alors, je vais mettre un effort à un endroit et un blocage dans deux autres trous. Par principe, souvent, pour avoir une modélisation un peu plus fidèle, j'aime bien mettre l'effort le plus important sous forme de force appliquée. Donc, si je retourne dans l'atelier, dans mon PFS que j'avais caché ici, je me suis aperçu que l'effort max, c'était l'effort était de 6864 newtons pour le trou du milieu. Donc je sors de l'esquisse, 6864. Donc je vais
sélectionner la surface de contact. Alors, je vais prendre un chargement de type palier. Le support, donc soit je prends, alors on ne voit pas grand-chose ici, je vais changer le mode d'affichage. Ici, et je vais prendre l'affichage rendu réaliste avec arête. L'avantage, c'est que je retrouve ma pièce qui est en gris et je revois mes surfaces, donc en rose. Donc là, je vais sélectionner cette surface-là et l'autre partie, donc l'intégralité du cylindre. Il me demande quel est le système d'axe que je vais utiliser. Je vais prendre soit un système global. Si je prends global, c'est le repère de la boussole, c'est le repère X, Y, Z qui est en bas. Soit je vais prendre un repère utilisateur. Moi, je vais choisir utilisateur et je vais prendre le repère X que j'ai choisi, orienté. Et maintenant, dans ce repère, je vais pouvoir définir les efforts. Donc, j'ai dit qu'il y avait 6864 newtons orienté positivement. Si je fais, on voit l'effort et il est de type palier. Et on me demande sur quel angle je vais le faire. Bah, je vais le faire sur 170 degrés, ce que j'avais choisi tout à l'heure. OK. Donc on voit bien que l'effort passe de la partie rose. J'aurais pu ne sélectionner que la partie rose, mais ça ne change rien. Maintenant, je vais sélectionner les arrêts qui est ici. Donc je sais que c'est un contact et qui empêche le déplacement uniquement suivant l'axe du vérin. Donc pour ça, je vais prendre ici l'outil fixation définie par l'utilisateur. Je vais sélectionner la surface sur laquelle s'applique et là je ne sélectionne que la partie rose. Le système d'axe, j'ai le choix entre global, implicite et utilisateur. J'ai créé un repère spécialement pour cet effort, donc je vais prendre utilisateur. Je vais sélectionner le repère qui apparaît ici dans axe courant et je vais bloquer soit addition 1, soit la 2, soit la 3. Comme j'ai orienté X suivant la direction de mon effort, je bloque uniquement la direction X. OK. Je vais refaire la même chose pour la troisième liaison, ici. Donc, je vais prendre l'outil fixation définie. La surface, je sélectionne la surface rose. Le système de repère, je prends le repère défini par l'utilisateur, donc mon repère 3, et je bloque la direction 1 parce que c'est la direction de l'effort que j'ai trouvé par mon PFS. OK. Donc, j'ai à ce stade-là un maillage, un cas statique avec deux fixations et un chargement de type palier. Point de vue élément fini. Là, on voit que l'élément est assez gros. Je peux définir éventuellement le maillage. Donc pour ça, je vais dans maillage Octet 3D. J'ai la possibilité d'avoir soit un maillage linéaire, soit un parabolique. On a vu déjà que le parabolique permettait de converger plus rapidement vers une solution acceptable. Et la taille ici, on peut dans un premier temps réduire cette taille. Donc ne mettez pas n'importe quoi. Moi j'aime bien avoir 3-4 éléments dans mon épaisseur. Donc on voit la taille ici, on va pouvoir mettre un élément de l'ordre de 3 mm. Et si je vois ce que ça donne, on voit l'élément, la taille de l'élément dans le modèle. Donc c'est plutôt acceptable pour un premier calcul. Je fais OK. Je vais pouvoir sauvegarder. Enregistrer sous. Et j'enregistre mon analyse dedans. Ça active forcément la sauvegarde du part design associé. OK. À ce stade-là, je peux lancer un calcul. Si je lance ce calcul, donc je peux calculer soit tout, soit certains éléments. Généralement, je calcule tout. Je fais oui, je laisse aperçu coché, je fais OK.
Et là, il va me faire une proposition du temps de calcul. Je vois 0,7 secondes de temps processeur. Donc, c'est acceptable. Si jamais vous avez des valeurs vraiment aberrantes, ne le lancez pas, sinon vous serez obligé d'arrêter violemment Katia. Donc, je fais oui. Donc là, il part pour lancer un calcul. Et là, il me dit, il y a une erreur. Calcul de la matrice factorisée, singularité détectée. Et il me dit, cause possible, des spécifications de connexion ou des fixations sont manquantes. Afficher le vecteur de déformation ou de déplacement pour diagnostiquer le problème. Donc là, ma pièce semble ne pas être arrêtée dans l'espace. Donc si je ne vois pas pourquoi elle n'est pas arrêtée, je vais pouvoir cliquer ici sur déformation et animer. Et là, je vois que ma pièce n'est pas arrêtée suivant la direction X. Ah oui, tous les efforts sont dans le plan. Donc, je n'ai pas mis d'arrêt dans les autres directions. Par contre, il y a un effort. Donc, pour ça, je vais rajouter une fixation dans un repère global. Je vais sélectionner uniquement un point et pas une surface, peu importe le point, et je vais le bloquer suivant la direction qui est perpendiculaire. Donc, pour moi, la direction 1, qui est la direction suivant X. Je fais OK, je sauvegarde l'ensemble et je vais pouvoir lancer mon calcul. OK. J'ai toujours 0,7 secondes. Je valide. Le calcul est terminé. Donc là, il a pu calculer. Et je vais pouvoir voir une déformée. Alors là, on ne voit pas grand-chose. Je vais amplifier la déformation. Je vais mettre 10. Et je vais jouer le film. Donc on voit que la structure se déforme. Donc c'est vraiment exagéré, hein, déformation. Donc, première chose à faire, je vais créer un capteur. On a plusieurs capteurs. Donc je vais dans Capteur, clic droit, créer un capteur résultant, mesure de réaction. Et je vais sélectionner la liaison qu'il a. Fixation définie par utilisateur 3, le blocage en X. Et normalement, je vais vérifier, parce que cette liaison, dans la réalité, elle n'existe pas. Elle est là uniquement pour que le calcul puisse tourner. Et je vais bien vérifier que les réactions que j'ai au niveau de cette liaison, c'est bien 0. Je me mets dans le repère global, je fais mettre à jour les résultats, et j'ai bien 0 Newton. Donc cette liaison, c'est ce que j'appelle moi une liaison bidon. Elle n'existe pas dans la réalité, mais elle est là uniquement pour que Katia puisse faire son calcul. OK. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que je n'ai pas perturbé mon calcul en faisant un peu n'importe quoi. Et je vais remettre deux capteurs aux deux autres réactions. Donc, créer un capteur résultant de mesure de réaction au niveau du vérin. Et si je fais mettre à jour, je retrouve, alors, 760, alors là, je vois des efforts suivant X, Y et Z. C'est peut-être pas très clair. Donc, au lieu de prendre le repère global, je vais prendre le repère utilisateur. Alors là, je ne le vois pas, mon repère. Je vais aller dans la partie non visible de Katia et je vais sélectionner mon repère. C'était le repère 1. Je affiche la partie visible. Et là, si je fais mettre à jour le résultat, j'obtiens les 769,99, mais 770 newtons que j'avais calculé tout à l'heure avec ma calculatrice. Donc là, il n'y a pas d'erreur. J'ai bien l'effort que j'avais au niveau du vérin. Je vais faire un troisième capteur, créer un capteur réaction pour la deuxième liaison. Le repère utilisateur, je vais aller chercher dans la partie non visible le repère qui m'intéresse, le repère numéro 3. Je fais calculer les résultats. J'ai bien aucune valeur suivant Y, 0. Suivant Z, j'ai quelque chose, mais c'est infime, 10 moins 6 newtons, donc c'est bien 0. Et je retrouve les 6131 newtons que j'avais trouvé par mon PFS. Donc là, je n'ai pas fait d'erreur, j'ai bien tout qui est correctement modélisé. Donc là, je n'ai pas d'erreur au niveau de mes conditions limites.
Maintenant, je vais regarder, parce que dans mon étude, on me demande les calculs assistés par Daniel Souffrance ou Katia, et on me demande de raffiner le maillage de sorte à ne pas dépasser 5% d'erreurs courantes avec le maillage adaptatif. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que grâce à cet outil-là, entité adaptative, je peux cliquer là-dessus. Il me demande un support. Le support, c'est un maillage. Donc, soit je peux cliquer sur le maillage qu'il a ou le maillage à ce niveau-là. Et je vois qu'actuellement, j'ai 14%, 14,7% d'erreurs. Ben moi, j'aimerais bien un objectif à 5%. Je fais OK. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Mais le fait d'avoir activé ceci, j'ai un icône qui est apparu. Alors, si vous ne le voyez pas à ce niveau-là, c'est qu'il est caché derrière celui-ci. Et ce calcul avec adaptivité, je clique dessus. À ce niveau-là, j'ai plusieurs choses. Donc, c'est son nom, le nombre d'itérations. Je vous conseille de le mettre à 1. C'est le nombre de fois où il va tester son maillage pour obtenir les 5% désirés. Si vous mettez 10 ici, bah, ça peut converger, mais ça peut peut-être converger avec des calculs qui vont durer 2 ou 3 heures, donc attention. Donc c'est pour ça que je préfère y aller étape par étape. Donc, nombre d'itérations 1. Autoriser le déraffinement. Ça peut être intéressant lorsqu'on a des calculs qui commencent à devenir assez longs. C'est-à-dire qu'on va autoriser dans des zones à faible gradient ou à faible erreur d'augmenter la taille de la maille. Donc, je peux autoriser éventuellement le déraffinement. Par contre, ce qui est important, c'est la taille mini. Là, j'ai déjà un élément qui fait 3 mm. Si ma taille mini est à 2 mm, je ne vais pas pouvoir beaucoup affiner aux endroits qui posent problème. Évitez de mettre une valeur trop faible. Donc là, je vais mettre 0,5 mm. Au regard des dimensions de ma pièce, c'est acceptable. Et je vais faire OK. Il part pour un calcul. Donc là, je ne peux malheureusement pas savoir le temps du calcul. Il a fini et il me dit les objectifs d'erreur n'ont pas été atteints. Je suis OK. Je ne reclique pas là-dessus parce que je vais dans l'arborescence, je fais plus adaptivité. Je l'ouvre en double-cliquant dessus et je vois que cette fois-ci, j'ai atteint 7%. Deuxième, donc je me dis que je ne suis pas très loin, je suis en bonne voie. Je vais relancer un calcul avec les mêmes paramètres et je fais OK. Là, il calcule. Le calcul est un peu plus long. Il augmente l'élément. Et là, il a fini et je n'ai pas de message d'erreur. Ça veut dire qu'il a atteint mon objectif de 5%. Je peux le vérifier. Je vais dans Adaptivité. Je double-clique et je vois que j'ai 4,7% d'erreurs courantes. Donc là, maintenant, je peux estimer que mes résultats dans un cadre de prédimensionnement sont plutôt acceptables et je vais commencer à analyser le résultat de cette étude. Pour ça, je peux regarder dans un premier temps la déformer. Je peux jouer avec le film animé, la déformer. Est-ce qu'elle est cohérente? Oui, on voit que la pièce a tendance à fléchir. C'est normal parce que j'ai un effort vers le bas, 2 efforts vers le haut. Ce n'est pas aberrant. Je peux, à travers ici les différents résultats, regarder le déplacement. Et je perçois que le déplacement max, il est de 0,1 mm. Donc, je respecte bien l'hypothèse des petits déplacements, la théorie des petits déplacements. Donc là, je ne fais pas d'erreur, je suis dans les limites d'utilisation du logiciel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc maintenant, comme c'est cohérent, qu'il n'y a pas fait d'erreur, je peux aller voir la contrainte équivalente de Van Mises et pour analyser ces résultats. Donc, on voit que l'ensemble est un peu un patatoïde. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un facteur de 53, donc j'ai cliqué sur cette icône-là, et je vois que le facteur de déformation est de 53,54. Bah, si je veux une déformation vraie, je peux le mettre à 1. OK. Donc là, l'ensemble n'est pas déformé, ou il est déformé comme il serait dans la réalité. Point de vue
visibilité des éléments de niveau de contrainte. On ne voit pas grand-chose avec cette représentation visuelle. Pour ça, je clique sur rendu réaliste avec arête. Donc là, c'est le petit triangle noir et je vais chercher le point d'interrogation. Si je ne vois pas la structure en bleu, c'est que je ne suis pas en texture ici. Donc il faut que le rendu réaliste soit en texture. Je fais OK. Maintenant, là, j'ai des MPA, j'ai un peu n'importe quoi, j'ai 2570 MPA et tout est inférieur quasiment à 250. Pour avoir un affichage facile à interpréter, je vais double-cliquer dessus et je vais définir ces paramètres. Alors, première chose, si je considère que mon coefficient de sécurité est de 1, ça veut dire que je ne dois pas dépasser 235 MPa. Je vais mettre un max imposé. Alors, je ne vais pas mettre 235. Je vais mettre 235 divisé par 0,9. Ça me fait 261 MPa. Alors, pourquoi j'ai divisé par 0,9? C'est-à-dire que je vais mettre 261. Et si je fais plus, je vois que le 9e index, il est à 235. Et je vais faire une autre modification. Je vais cliquer sur les 3 petits points ici. Et à ce niveau-là, je vais décocher lisser. Je fais OK. Ah, il n'a pas pris la valeur du max imposé. Attention. Et je fais appliquer. OK. Et là, on voit que ma structure est coloriée et avec cette échelle-là. Et si je regarde ce qui se passe à ce niveau-là, si je suis à 235 MPa ou plus, je serai en rouge. Si je suis en orange, ça passe. Et donc là, je regarde ma pièce et je m'aperçois que vis-à-vis des efforts à passer, j'ai un peu trop de zones qui plastifient parce que je déplace ma limite élastique. Alors, on peut se poser des questions. Si je regarde dans le sujet, il est dit qu'il y avait deux dimensionnés, les bielles 3 et la biellette 4. Alors, les bielles 3, il y en a deux, parce qu'on voit bien que dans le plan de coupe, celle-ci n'est pas coupée, donc j'ai deux pièces numéro 3 et une pièce numéro 4. Donc, point de vue effort, il aurait fallu non pas à ce niveau-là mettre un effort de 6864, mais mettre un effort de 3432. Donc, je vais le modifier, 3432. OK. Je perds l'ensemble, donc je refais un calcul classique. Je garde mon maillage juste avant. Je m'aperçois que j'ai 6 secondes de temps processeur. Je regarde la contrainte. Et là, j'ai un peu moins d'effort. Par contre, j'ai quand même, à ce niveau-là, une zone qui est un peu rouge. Donc, on pourrait penser que cette zone-là plastifie. Pour contrer ça, une solution, ce serait d'épaissir cette pièce pour diminuer le niveau de contrainte qu'on a à ce niveau-là. Pour cela, je vais dans Fenêtre, Bielle 3, le Part. J'ai ma pièce. Je vais double-cliquer sur l'extrusion. J'avais une épaisseur de 5 mm. Je vais la passer à 7 mm, par exemple. OK. Donc, je vérifie bien que mes surfaces roses ont bien évolué parce que je les ai dessinées correctement. Donc, il n'y a pas de problème. Je sauvegarde. Je vais dans Fenêtre, Analyse. J'ai plus de résultat parce que j'ai changé la géométrie. Je relance le calcul. OK. Donc, 7 secondes. Il y a un peu plus d'éléments parce que j'ai augmenté l'épaisseur. Je vais regarder l'erreur parce que comme j'ai changé
je m'aperçois que je suis revenu à plus de 5%. Donc, je vais relancer un maillage adaptatif pour optimiser mes calculs. Donc là, les calculs ne sont pas trop lents. L'objectif d'erreur n'a pas été atteint, je suis OK. Alors, si je regarde mon maillage, je vais m'apercevoir qu'il est peut-être un peu bizarre. Non, à peu près homogène partout. Je vais regarder la valeur. J'ai 5,06%. Donc, soit je relance l'ensemble, éventuellement, je peux diminuer un peu la taille minimum. Je vais la passer à 0,3 pour qu'il converge un peu mieux. Donc forcément, j'augmente le nombre d'éléments. Mon calcul dure un peu plus longtemps. Aucun message d'erreur, ça veut dire que j'ai atteint mon objectif de 5%. Je vais voir dans le global, je suis à 4,67. Donc là, ça c'est bien. Mes réactions, je peux toujours les avoir ici. Donc, capteur, clic droit, mise à jour des capteurs. Je relance le calcul. Alors, celui-ci, il est bien à 0. Celui-ci, j'ai 384 qui est bien la moitié de 385 qui est la moitié du V1. Et l'autre, 3065, c'est bien la moitié des 6000 et quelques qu'on avait calculé avec le PFS initial. Donc maintenant, je regarde mes contraintes. Et là, je m'aperçois que la zone est plutôt très localisée ici. Celle-ci peut être négligée. Et celle-ci éventuellement. Alors, on voit qu'ici, il n'y a pas du tout de problème. On n'a pas de zone rouge. Et que ici, non plus. Alors, cette partie rouge, il y a toujours un petit peu de rouge en épaisseur. Elle peut être due à deux choses. Soit réellement, j'ai une contrainte qui dépasse ma limite élastique de 235 MPa, soit ceci est dû à mon système de blocage avec, parce qu'on voit que c'est centré au niveau de l'arête qui est là. C'était la limite de ma zone rose, la zone de blocage. Si vraiment j'ai un doute, il y a une solution qui pourrait être faite, ce serait de dire je supprime cette charge de type palier et je remplace par un blocage suivant cette direction. Et cette fois-ci, je mets le chargement de type palier là, avec la valeur que j'ai ici, et je regarde si ces niveaux de surcontrainte sont toujours présentes, ce qui permettra de valider un peu plus fidèlement l'ensemble. Là, je vais considérer que l'ensemble est correctement dimensionné. Maintenant, ma structure, je vais la contrôler vis-à-vis du flambage. Pour ceci, je vais faire insertion, un cas de flambage. Il me demande quelle est la solution statique qui va servir à calculer le flambage. Moi, j'en ai qu'une solution statique, donc je vais la prendre ici. Je fais OK. Je vois que mon cas statique est passé en grisé et que le cas de flambage est devenu le cas courant. Si jamais je veux revenir dans le cas statique, je vais faire un clic droit, définir comme cas courant. Le cas de flambage est en grisé et le cas statique est actif et je revois ses efforts. Donc je vais repasser au cas de flambage, définir comme cas courant et je vais lancer le calcul. Je calcule tout, OK. Donc là, il me dit qu'il y en a pour 10 secondes de CPU, donc c'est toujours acceptable. Hein. On pourra affiner le maillage pour avoir un résultat un peu plus précis. Mais bon. Le calcul est terminé. Actuellement, c'est mon cas de flambage qui est actif. Donc, je ne vais pas afficher les contraintes, mais je vais afficher la déformée. Et je vais jouer le film, animé. Donc, on voit qu'ici, il y a des systèmes qui bougent. Alors, je vais faire plus ici. Je peux mettre le flambage que sur une partie haute. Et ce qui est intéressant, c'est changer les occurrences courantes. Donc, je clique sur les trois petits points et je vois ici le coefficient, le facteur de flambement de ma structure.
et j'aperçois que le premier facteur, il est égal à moins 17. Dit autrement, si j'inverse le sens des efforts, j'aurai un coefficient de sécurité vis-à-vis du flambage de 17,54. Donc je suis largement au-dessus d'un coefficient de sécurité de 4 que je prends à minima. Je prends 4 pour vis-à-vis du flambage, donc il n'y a pas de problème. Et je pourrais afficher les différents modes de flambage. Donc là, celui-ci est largement supérieur à 4, donc ma structure est plutôt bien dimensionnée au flambage. Donc voilà pour une utilisation de l'atelier Analysis de Katia appliqué à un système. Merci.